C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno merveilloso. Je peux te dire ça? Ça existe-tu? Je sais pas. Pourquoi tu pars en espagnol? Tu vas aller chercher le marché. C'est drôle, j'aurais pensé que c'était de l'italien, moi. Tu vois, chacun son truc. J'y allais pour la rime, en tout cas. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, bienvenue à une tasse de tech, bienvenue à nos partenaires. Merci à nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub et Hello Darwin. On a aussi l'hébergeur québécois Planet Hoster. L'épisode d'une tasse, écoute, je le mentionne tout de suite, je trouve ça le fun. Présenté par Hello Darwin, c'est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Il se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de son organisation à travers le Québec et l'ensemble du Canada, peut-être même dans le monde. Demandez-leur. Hello Darwin, vous avez besoin d'aide financière pour réaliser vos projets. Ils vont vous aider à trouver toutes les subventions auxquelles vous avez droit, auxquelles vous avez peut-être besoin pour votre expansion numérique. N'hésitez pas. En plus, évidemment, de travailler avec vous pour obtenir des fournisseurs et des partenaires nécessaires à l'exécution de vos projets. Hello Darwin, contactez-les, hellodarwin.com dès maintenant. Là, tout de suite maintenant, peut-être après avoir écouté le podcast, remarque. Oui, absolument. Ce serait important de nous écouter. Et je veux dire ceci aussi, abonnez-vous, pourquoi pas, ça va être fait. Vous allez pouvoir nous écouter dès la sortie des prochains balados que nous allons faire. Je vais vous faire remarquer deux choses présentement. Premièrement, je porte mes lunettes aujourd'hui pour une raison que je peux pas vous dire, mais j'ai une excuse excellente. Je ne suis pas cool. C'est pour ça. Je suis tellement pas cool que nous ne sommes pas présentement à South by Southwest, Pascal. Oh, bon sang. South by Southwest. Je faisais le bilan de l'émission parce qu'on a une grosse émission. On a quand même beaucoup de matériel, mais on n'a pas de South by Southwest. Un jour, on y ira. Moi, je trouve que c'est du flattage de bedaine, les choses qui se passent là-bas. Je regardais les gens qui vont là-bas et qui rapportent les nouvelles, rapportent pas les nouvelles sur l'actualité, sur ce qui est discuté. Ils rapportent sur le fait qu'ils sont à South by Southwest et qu'ils regardent un truc. On n'apprend rien. Ça m'embête un peu. Ça vient me chercher le mauvais sens du poil, ce genre de conférence qui semble plus justement du tapage du auto-tapage dans le dos, là. Faut être là pour comprendre, Alain. On n'y est pas allé. OK, voilà. On ira une fois si jamais quelqu'un nous offre l'occasion. De quoi nous, on va parler? On va parler de TikTok, de Spotify, de téléphone pliable Google, de copilote, de musique sans perte, haute résolution et d'une application. On a une belle entrevue avec le docteur Frédéric Lemaire, une application qui s'appelle Easy Resus qui va aider qui va sauver des vies. Oui. Littéralement. Voilà. N'hésitez pas. Fait que ça, c'est des beaux sujets, entre autres. Fait que je pense qu'on touche toutes les GAFAM aujourd'hui. Et on va même parler des dangers de l'intelligence artificielle. On va partir un sous-thème de baladon. On va appeler ça une tasse de GAFAM. Et là, chaque semaine, on va parler des... Puis le problème, c'est qu'il y a un N dans GAFAM, parce qu'il y a quand même Netflix aussi qui fait partie des grands joueurs numériques. Oui, puis il y a TikTok aussi, là. Fait que là, il faudrait rajouter les GAFAM avec un... Il va falloir trouver c'est des Magna, M-A-G-N-A-T, comme les magnats de la presse. Avec un magnat. Oui, c'est ça. Tu veux parler de TikTok qui pourrait, et là, écoute, je dis ça avec un grain de sel, pourrait être banni aux États-Unis. Lançons nos espressos de tech, n'est-ce pas? Notre rafale d'actualité du début d'émission, parce que oui, écoute, ça fait jaser. Là, la Chambre des représentants a voté en faveur de soit bannir TikTok ou soit de forcer sa vente à des intérêts américains. Là, c'est rendu au Sénat américain de se pencher là-dessus. Vous savez comment le gouvernement américain est incapable de voter quoi que ce soit, donc je ne sais pas à quel point ça va débloquer. Mais là, il y a eu des alertes poussées à tous les 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis par TikTok pour dire « Appelez votre représentant, dites-lui que c'est pas fin ». C'est toute une histoire, cette saga de cette... Parce que TikTok, on le sait, appartient à une compagnie qui s'appelle ByteDance, qui était très près du gouvernement chinois. Il a déplacé son siège social à Singapour pour dire « Ah, nous sommes indépendants ». Il y a un bureau aux États-Unis, il y a un bureau de TikTok au Canada. Il y a beaucoup d'argent que TikTok utilise pour financer ses TikTokers vedettes. Si vous pensez que le succès viral de TikTok est purement le fruit du hasard et organique, dites-vous que non, il y a des ficelles derrière ce réseau-là, comme tous les autres réseaux, et que les gens derrière tirent ces ficelles-là à l'avantage du réseau. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, c'est beaucoup de gris. Mais si jamais TikTok devient propriété d'une entreprise américaine ou même d'un homme d'affaires américain, parce qu'il y a il y a un ancien politicien haut gradé du gouvernement américain qui s'est dit, moi, je vais l'acheter, moi, TikTok, amène-moi ça. Fait que là, ça va être intéressant de suivre ça. C'est toute une saga. Mais je pense pas qu'on est, malheureusement pour toi, Pascal, je pense pas qu'on s'en va vers la fin des vidéos à la verticale.
Alors, moi, si les vidéos à la verticale pouvaient mourir, mais que TikTok subsiste, en même temps, c'est tellement un bordel incroyable que TikTok, je ne comprends pas TikTok toujours. Mais bon, ça a l'air que ça pogne encore une fois. Est-ce que c'est les algorithmes qui poussent ça? Mais ce qui est important, surtout quand tu regardes TikTok, c'est d'avoir une connexion à haute vitesse. Si tu veux absorber tout ce flot de cochoncetés qui te sont proposés en continu. Oui, je m'excuse, j'ai inversé les deux autres petits shots d'espresso, mais la FCC aux États-Unis, qui est l'équivalent canadien d'un mix entre Industrie Canada et le CRTC. Là, je dis Industrie Canada, mais il y a un ministère qui a changé de nom, qui s'appelle plus comme ça, qui était avant. Bref, la FCC a redéfini la définition, ou en tout cas a revu sa définition de ce qu'est l'Internet haute vitesse pour être de son époque, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est plus en 2000. Quoi qu'au Canada, on est encore un peu en 2015. Donc, aux États-Unis, à partir de maintenant, la haute vitesse, ce qui est appelé l'Internet haute vitesse, commence avec un débit de 100 mégabits seconde en téléchargement et de 20 mégabits seconde en téléversement, donc en envoi vers le réseau de la maison. La définition précédente parlait de haute vitesse à partir de 25 mégabits seconde en téléchargement et de 3 mégabits seconde en envoi. Et ça remonte à 2015. Le gouvernement canadien, qui donne des milliards aux fournisseurs canadiens pour brancher les régions en ce moment, a encore cette définition de haute vitesse qui est loin sous la nouvelle définition du FCC. Ce que le FCC dit, c'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la fibre est pas mal partout, les réseaux sont beaucoup améliorés et que si on veut de la vraie haute vitesse, c'est là qu'on est rendu. Moi, je veux dire, ils ont probablement raison. L'affaire, c'est que si on avait ça au Canada, ça coûterait une petite fortune, malheureusement, parce qu'on sait que le prix est toujours élevé. Mais ce qui serait le fun, c'est qu'on revoie ici aussi cette définition pour être de son époque, n'est-ce pas? Parce que ça serait effectivement pertinent. Tu souviens-tu du bon vieux temps où 1 mégabit, c'était de la très, très haute vitesse? Ah, écoute, c'est ça évolue et on n'a pas fini d'évoluer. Puis, il y était une époque où on se chicanait entre le modem câble et le câble tout court, là. Et là, maintenant, on se chicane entre le câble et la fibre. Donc, on sait que ça a évolué. C'est bien que l'environnement, la définition de ces choses-là évolue elle aussi, définitivement. Merci. Alain, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous en tant que chroniqueur techno. Le Nothing Phone 2A, on en a parlé la semaine dernière, une version abordable du Nothing Phone avec la belle petite interface glyph lumineuse à l'arrière. Il semble que Mobile Syrup l'a confirmé que ça ne viendra pas au Canada pour l'instant. Ça va être offert seulement aux États-Unis en mode de développeur ou promoteur. En tout cas, ce sera pas accessible au Canada pour l'instant. Qui sait, ça va peut-être changer. Ça aurait été un téléphone le fun à avoir. Mais bon, on peut pas tout avoir des fois. Entre autres, nous au Canada, et là, je fais un lien vraiment douteux. Entre autres, au Canada, on va pouvoir aller sur Pornhub sans faire vérifier son âge. Ah oui, tu fais ça là, comme lien. Okay. C'est un lien douteux, c'est pas un lien douteux. C'est sûr que c'est un peu comme le site Pornhub lui-même, c'est un peu douteux, n'est-ce pas? Et ça, c'est évidemment le cœur du problème. Il y a beaucoup on en a parlé ici parce que le gouvernement fédéral a établi un projet de loi sur justement la responsabilité des sites comme Pornhub par rapport à la vérification d'âge. Est-ce que les gens qui viennent chez nous ont vraiment l'âge adulte? Et là, on tergiverse sur la nécessité de le faire. Au Texas, ils l'ont fait, on dit, bon, ça prend une preuve d'âge avant d'entrer sur des sites comme ceux de Pornhub. Et Pornhub, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme toute grande entreprise technologique très responsable, ils ont dit, nous, on quitte. Alors, ils ont barré le Texas. Je pense que c'est ce qui nous attend ici si on fait la même chose, ce qui est probablement pas une mauvaise affaire, parce que dans le fond, le contenu pornographique, vu toute la partie de ce contenu-là qui est extrêmement questionnable, là, il y a même de la pornographie juvénile, puis il y a des affaires là-dessus qui ont fait vraiment réagir bien des gens. Évidemment, ils font du ménage, mais ça reste un enjeu qui continue de continuer. C'est pas réglé cette situation de vérification d'âge sur Internet. Et je comprends que c'est plusieurs cultures qui s'affrontent parce que l'Internet est né de ce mouvement très... T'as pas besoin de vérifier mon âge, je peux aller partout de façon anonyme et ainsi de suite. Puis en même temps, c'est rendu tellement grand public que c'est rendu une place comme se promener dans la rue. Et je dis toujours, si on va au magasin, au dépanneur pour acheter une revue porno, il faut prouver qu'on a 18 ans au comptoir à l'achat. Même chose quand on achète de l'alcool. Ça devrait être la même chose en ligne, normalement, parce que la loi n'est pas différente sur Internet qu'elle l'est en magasin. Donc, c'est un débat à continuer. Comment tu prouves ça sans tricher ton âge sur Internet? T'envoies une photo de toi que tu peux feindre, d'un document que tu peux feindre, très difficile. Et moi, j'ai une grande question chaque fois qu'on parle de Pornhub, qui a son siège social à Montréal. BindGeek a un siège social à Montréal. Ils ont été vendus récemment, mais je sais plus c'est rendu où, mais initialement, c'est une entreprise montréalaise. Il y avait une grosse structure à Montréal et tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Ubisoft dans le monde de la techno.
Connais-tu quelqu'un qui travaille chez En fait, Pornhub? oui, on a des anciens collègues des médias qui sont chez MindGeek, mais on dit créateur de contenu chez MindGeek quand on travaille là. On dit pas visionneur de porno à 24/7. Là. C'est pas du tout la même chose. J'ai pas ce plaisir parce que pourtant, il doit y avoir beaucoup de gens qui travaillent là. J'imagine qu'ils en parlent peut-être pas aussi ouvertement que ceux qui travaillent. Peut-être qu'ils font semblant qu'ils travaillent chez Ubisoft, non? Ah, c'est peut-être l'ami chez Ubisoft que tu sais pas où est-ce qu'il s'en va le matin. C'est ça. Oui, je travaille chez Ubisoft en techno, puis là, il travaille en fait chez MindGeek. Moi, je voulais glisser un mot. Beaucoup de gens utilisent YouTube Musique pour écouter de la musique. Ils ont des vidéos ou regardent des listes de lecture de vidéos pour écouter de la musique. Moi, ça me dépasse un peu. Bon, je suis encore de la vieille école où tu économises ta bande passante. Pourquoi regarder une vidéo si tu veux juste écouter de la musique? Mais il semble que Spotify va un peu marcher sur les plates-bandes de YouTube Music en offrant des vidéos dans Spotify dans 11 pays, la Colombie, l'Allemagne, la Suède, pas encore le Canada. Il semble que ça va s'étendre à beaucoup de pays. On aurait une option qui permettrait, pendant qu'on regarde nos vidéos dans Spotify, de voir la vidéo de la chanson de beaucoup d'artistes. Alors, je suis très curieux de voir parce que depuis quelque temps, je me suis mis à regarder, puis je triche un peu Spotify. Je regarde des vidéos de mix de DJ sur une télé comme ambiance. Et là, je me dis, si Spotify offre des vidéos dans son interface, on pourrait diffuser Spotify dans un téléviseur, avoir peut-être des vidéoclips qui jouent en même temps que la musique. Très curieux de voir ça. C'était ma petite nouvelle là-dessus. Et on parlait de Ubisoft, tu veux rester dans le jeu vidéo avec une nouvelle de jeu vidéo parce que de temps en temps ça en prend une et là avec la fin la réduction des crédits annoncés, tout le monde commence à avoir peur. C'est la fin du jeu vidéo à Montréal, mais non, c'est pas la fin, c'est pas si grave. Il va se passer des choses, ça va bouger, c'est sûr. Mais il y a encore des bonnes nouvelles. Par exemple, Gameloft Montréal a annoncé cette semaine qu'ils avaient décroché la licence pour un jeu sur PC lié à l'environnement Dungeons and Dragons. Donc les gens qui aiment beaucoup les jeux de rôle vont être satisfaits. On parle d'un gros jeu, un gros jeu de plateforme qui devrait avoir vraiment beaucoup d'ambition. Et pour ceux que ça intéresse, Gameloft embauche. Il y a eu beaucoup de pertes d'emploi dans le secteur du jeu vidéo dans les derniers mois. On en a parlé beaucoup. On parle moins des cas où il y a encore des offres d'emploi. Donc, ces gens-là souvent se replacent, n'est-ce pas, dans la grande majorité des cas. Et dans ce cas-ci, c'en est un bel exemple. J'ai aucune idée des conditions d'embauche de Gameloft, qui est de mémoire une compagnie française. Je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Et là, un nouveau jeu de Donjons et Dragons, me semble que ça devrait intéresser des gens, non seulement pour jouer, mais aussi pour le développer. Donc, information comme ça qui nous vient du beau secteur du jeu vidéo montréalais. C'était notre petit segment Espresso de tech. Je pense qu'on a bien fait. Je pense que ça s'en vient, ce segment-là. On a quelque chose. Là. On va finir par on a du plaisir à le faire. Resserrer comme il faut, mais c'est clair que ça donne un boost. Hein? Là, on est plein d'énergie. Alors, on peut tout de suite aller à l'actualité, la vraie. Point d'exclamation. J'ai du l'air de lire mon texte et pourtant c'est pas écrit. Magie. L'actualité, on vous le dit à chaque semaine, est présentée par InfoBref, qui a une version balado, elle aussi, comme nous, une tasse de tech. Et si vous voulez entendre chaque matin au réveil ou avec votre tasse de café l'essentiel des nouvelles, allez écouter ça. InfoBref résume les événements importants de l'actualité en moins de 5 minutes. C'est dans l'appli balado de votre choix ou sur infobref.com. Manquez pas ça. Parlant de recevoir, parce qu'InfoBref, c'est une infolette que vous pouvez recevoir dans votre boîte de courriel. Et si vous êtes tanné d'avoir Gmail, si vous êtes tanné d'avoir Outlook, vous pouvez avoir ProtonMail maintenant sur votre desktop. C'était quoi? C'était Webmail avant, non? C'était sur le web avant, et là, ils offrent maintenant ProtonMail et ProtonVPN. C'est une compagnie suisse qui vise à protéger sa vie privée. C'est très drôle qu'ils combinent les deux, parce que souvent, les deux vont ensemble. Si tu veux te connecter de façon sécuritaire à ton courriel, il faut que tu aies un courriel où tu n'as personne qui fouille dedans. On nous dit tout le temps que personne fouille dans notre Gmail, personne fouille dans notre Hotmail, mais quand on l'utilise, on a quand même de la publicité ciblée, on a quand même de l'information sur nous qui est recueillie. Avec ProtonMail et ProtonVPN, deux services qui vont ensemble. On peut acheter un ou l'autre ou s'abonner à un ou l'autre. Qui a une version gratuite, je mélange tout ça en même temps. On peut avoir un service de stockage en ligne, un calendrier, un gestionnaire de mots de passe sécurisé dans une belle suite qui met l'accent sur sa vie privée. Ils ont maintenant offert une version de bureau. Et c'est très drôle parce que depuis quelques semaines, quelques mois, en fait, je teste ProtonVPN
VPN. J'utilise pas beaucoup Proton Mail, même si c'est un service qui a beaucoup d'avantages. Il permet, entre autres, d'importer tes courriels de Gmail, de Hotmail. Tu peux prendre tes emails directement du dark web ou du deep web, devrais-je dire, grâce à Proton Mail, qui a une version pour les sites oignons, là, les fameux sites du Tor browser. Exactement. Avec le VPN, tu peux te connecter. Puis les deux vont ensemble. Je trouve ça vraiment le fun. L'intégration est vraiment bien faite. C'est fait pour, écoute, leur mission, Proton, c'est ils veulent créer un Internet plus sûr qui protège aussi les libertés civiles. Ça, très, très beau. Ils ont une politique où il n'y a pas de journalisation, ils ne gardent pas d'informations sur nous quand on se connecte et tout. Et puis, le service est le fun parce que quand on utilise Proton Mail, puis je vais juste en parler brièvement, je prépare un billet là-dessus. C'est pour ça que ça m'a surpris là, qu'ils arrivent avec leur application de bureau pour l'utiliser sur Windows et Mac. Le service payant permet d'avoir jusqu'à 15 adresses de courriel. Tu sais, des fois, ça peut être pratique d'avoir des alias pour te connecter, par exemple, à des bulletins de nouvelles. Tu inscris un site de commerce en ligne un peu douteux. Tu te remets à recevoir plein de courriels sur cette adresse-là. Tu sais d'où ça vient. Mm-hmm. Le service VPN est très surprenant. Il n'y a pas de vitesse, de limite de vitesse. Il y a plusieurs serveurs qui permettent le transfert peer-to-peer avec BitTorrent, entre autres, ce qui n'est pas le cas de tous les VPN. Et on a une option qui est un peu, écoute, ça fait très, très agence secret, où on fait passer ton VPN par deux pays. On va commencer par te faire passer par un pays où on respecte les libertés individuelles avant de t'envoyer dans un autre serveur. Mm-hmm. Fait que ça fait exactement comme dans les films d'espionnage. Tu as une petite carte, puis là, ta connexion, tu vois qu'elle passe par la Suède et ensuite, elle s'en va dans un autre pays. Très, très drôle. C'est basé sur la notion que les pirates ou les gens ou même les autorités de surveillance ou peu importe, les agences qui surveillent les choses peuvent tracer facilement jusqu'à 2 connexions. Donc, si vous avez 2 connexions, c'est plus difficile, évidemment, de vous retracer et ça déjoue la plupart des services de surveillance. Et même le service Oignon, si tu as suffisamment de serveurs Oignon, tu peux commencer à détecter ce qui entre et détecter ce qui sort. Fait que tu peux avoir une idée du trafic qui passe, même si c'est pas, même si c'est codé et tout. L'affaire qui est drôle, si vous voulez utiliser ou essayer Proton Mail, si vous perdez votre mot de passe, vous perdez votre contenu. Il n'y a pas façon de récupérer. Il faut entrer son ancien mot de passe. Si vous n'avez pas votre ancien mot de passe, vous le perdez. Vous pouvez récupérer votre compte, mais vous perdez tout ce que vous aviez avant. S'assurer que si quelqu'un obtient des informations pour récupérer votre compte, par exemple, je sais pas, saisit votre téléphone ou vole votre téléphone, pourrait récupérer votre compte, mais ne pourra pas accéder à ce qui a déjà été envoyé. Donc, si vous êtes le héros du film Memento et que vous vous rappelez pas des événements qui se sont passés parce que vous avez une amnésie sélective et que vous perdez votre mot de passe, vous êtes foutu, là. Vous êtes foutu. Il y a des options pour les récupérer avec la version payante de Proton VPN. Écoutez, jetez un coup d'œil sur le service. Habituellement, quand on parle là, si le produit est gratuit, c'est vous le produit. Dans le cas de Proton VPN, je vois pas ils ont un forfait de base qui est une adresse de courriel, même un VPN qui est gratuit. Ça semble être assez legit comme offre. Alors, jetez un coup d'œil là-dessus. Alors, VPN gratuit est vraiment excellent. Je le recommande à tout le monde qui a besoin de VPN et qui veut pas payer, définitivement. Puis avec la version payante, vous avez beaucoup de belles options supplémentaires pour votre sécurité de connexion. On va se déplacer du côté de la mobilité. Pourquoi pas parler un peu de téléphone? On n'a pas parlé beaucoup cette semaine, en fait. Il y a des nouvelles, il y a des rumeurs, en fait, à l'effet que Google prépare un Pixel Fold 2. Vous savez, le téléphone pliable que Google ne vend pas au Canada, mais qui a été présenté quand même l'année passée et qui était, à mon avis, pour avoir joué avec, là, le plus beau téléphone pliable sur le marché. Malheureusement pour nous, de ne pas l'avoir reçu au Canada, c'est un peu plate. Mais en même temps, je pense pas qu'ils se vendent tant que ça des téléphones pliables chez nous. Donc, peut-être que le Fold 2, lui, va venir au Canada parce que c'est pas clair encore si ça va se faire. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a appris qu'on a eu peut-être de l'information à propos de la forme qu'aura le Fold 2. C'est la firme Counterpoint Research qui a mis la main sur de l'info, qui a fait fuiter ça sur Internet. Comme les voitures neuves, le nouveau téléphone va être plus gros que son prédécesseur, essentiellement, c'est ça qu'on peut dire. Il aurait droit à un écran pliable, donc l'écran intérieur, qui ferait 7,9 pouces de diagonale. Ou peut-être même un peu plus que 8 pouces, là, dépendamment, je sais pas trop où est-ce qu'on se tient, là, c'est la rumeur. En tout cas, elle est pas super claire, mais quand même, c'est plus grand que le Fold actuel qui est à 7,6 pouces. Donc, on aurait un petit peu plus d'écran. On commence à parler d'une vraie tablette pliable parce que c'est un format plus près de ce que serait une tablette. Évidemment, ça change un petit peu les proportions aussi de l'écran externe qui, lui, ferait 6,3 pouces au lieu de 5,8. Donc, même déjà en version non dépliée, on aurait un bon téléphone intelligent de bon format.
Malgré tout, on garderait une épaisseur de 1 cm. On parle de 10,4 mm. Donc, c'est vraiment, encore là, ce serait le plus mince des téléphones pliables. Ce qui, de mémoire, était quand même la principale caractéristique du Fold aussi. Là, il était un des plus minces. Point de vue design plus général, on a aplati les côtés, donc moins arrondi pour rendre ça un peu plus facile à tenir. On parle d'un profil plus élégant, d'un boîtier qui serait 2 tons pour créer une apparence un peu plus haut de gamme. Ça ressemble beaucoup à ce à quoi ressemble le OnePlus Open, que je n'ai pas sous la main, que j'aurais même peut-être vous montrer, ça aurait été peut-être pratique, mais qui est déjà vendu, lui, chez nous. Et comme le OnePlus Open, ben, le nouveau Fold 2 coûte très cher, parce que là, déjà, le Fold tout court coûtait 1800 $ américains aux États-Unis, où il était vendu. Là, on dit qu'avec tout ça, il coûterait plus cher. On parle aussi d'un nouveau processeur Tensor G4, la prochaine génération du processeur du système sur puce que Google développe à l'interne depuis quelques années, et qui serait évidemment plus performante, et que, je vous donne un petit pari facile, il intégrerait certainement un processeur neural pour davantage d'applications d'intelligence artificielle embarquées, n'est-ce pas? Et peut-être même une version de Gemini sur le téléphone, parce qu'on le sait qu'il y a une version de Gemini Nano, je crois, qui peut tenir sur un appareil mobile de façon native et déconnectée. Donc, allez savoir. J'ai l'impression qu'on va entendre parler de tout ça plus en détail cet été à Google I.O. 2024, la fameuse conférence de Google à laquelle, j'espère, une tasse de tech assistera, n'est-ce pas? On se croise les doigts. Mais ceux qui aiment ces nouvelles-là, les téléphones pliables ne sont pas en tout cas, ne sont pas encore une mode qui se termine parce qu'on continue d'en parler. Il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent. Et celui-là pourrait faire jaser cet été. Tu parles de Gemini Nano et je réalise qu'ils ont dû penser à ça parce que s'ils avaient appelé ça Gemini Mini, excuse-moi, ça me fait rire. Gemini Mini. Ça a été un peu confondant, je crois. Probablement, oui. Ça me fait rire, excuse-moi, j'ai ri tout seul. Et là, t'aurais pu dire, j'ai Gemini Mini sur mon mini téléphone. Gemini Mini. Parlant d'intelligence artificielle dans son téléphone. Parce que nous, on en a moins tout d'un coup, là. Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft qui est basée sur ChatGPT. Les utilisateurs gratuits de Copilot, si vous utilisez Copilot, la version gratuite, vous avez maintenant accès à GPT-4 Turbo comme moteur en arrière. Le modèle de langage. Le modèle de langage, merci. Voilà. Il permet de gérer beaucoup plus d'informations qu'avant. Entre autres, qu'est-ce que ça, c'est toujours plus meilleur. Grosso modo, GPT-4 Turbo permet de gérer 128 000 jetons d'informations. C'est à peu près l'équivalent de 300 pages de texte versus 8000 jetons ou 50 pages de texte, donc beaucoup plus de capacité d'analyse. Il faut utiliser le mode créatif ou précis de Copilot si jamais vous voulez en profiter. Les utilisateurs payants, évidemment, se demandent pourquoi moi je payais pour ChatGPT. Avant, c'était que les utilisateurs payants qui pouvaient utiliser GPT-4 Turbo. Ce qui semble, c'est que Turbo 4.5 s'en viendrait très rapidement. Oui. Il y aura un message qui sera apparu brièvement sur les sites de OpenAI. Fait que peut-être que c'est pour ça là, que brièvement, on donne un avantage aux gens qui utilisent Copilot gratuitement. Les autres améliorations, la base de données, le modèle de langage va jusqu'en avril 2023 versus septembre 2021. On a dans l'information qu'il possède dans de données récentes et il serait moins paresseux aussi. Je sais pas si tu as sûrement vu les nouvelles comme quoi ChatGPT était devenu plus paresseux avec le temps. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il donnait des réponses moins complètes, moins étoffées. Alors, on va regarder ça. Je trouve ça très drôle. Essayez-le, générer des images, ils vont être plus jolies, plus détaillées, vous allez pouvoir mieux converser avec. En attendant, Turbo 4.5. C'est une belle interface d'utilisation de GPT Copilot par rapport à ChatGPT qui est très carré, très straight. Là. C'est vraiment une boîte de clavardage. Copilot a cette... je sais pas, il y a une petite couche d'interface qui est plus le fun, je trouve, à utiliser. Puis GPT-4 Turbo, c'est une version de GPT-4 axée sur le clavardage spécifiquement, donc qui est plus rapide dans des contextes de conversation et de génération de texte, bien sûr. Il y a une autre tendance très forte dans l'IA générative, c'est la génération de vidéos maintenant, parce qu'on le sait, on en a parlé de Sora, l'outil de création de vidéos d'OpenAI. Et là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Sora, qui est pour l'instant réservé avec une poignée de chanceux utilisateurs, va être rendu public plus tard cette année, plus tard en 2024, mais peut-être même avant l'été ou avant la fin de l'été, parce qu'on parle d'une mise en ligne grand public qui serait dans les prochains mois. C'est ce qu'a dit la directrice technique d'OpenAI, une dame qui s'appelle Mira Murati.
Au Wall Street Journal, elle a dit ça cette semaine. Elle a dit, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Le terme exact, c'est une IA générative. Ils ont dit text to video en anglais, donc de texte vers la vidéo. On en a parlé en février, c'est le moment où on en a entendu parler, et qui permettait de créer déjà là jusqu'à 1 minute de vidéo en format presque pleine haute définition. Là, il me semble que c'est 1024 pixels de large, la résolution maximale, c'est quelque chose comme ça. Mais ça s'en vient très vite. Pour l'instant, il y a que des artistes visuels, designers et cinéastes triés sur le volet qui l'utilisent, mais évidemment, tout ça se ramasse rapidement sur X, l'ancien Twitter, et les plateformes de réseaux sociaux. Il fait jaser beaucoup. On sait qu'il y a des gens dont la seule job, on dirait, dans les médias, c'est de couvrir ces vidéos-là pour dire comme si eux étaient dans le secret, mais non, personne dans le secret à part quelques personnes chanceuses. Une nouveauté de Sora en version publique, ce serait que bientôt, on aurait le son aussi. Donc, on pourrait générer une vidéo et dire, génère donc un dialogue entre les personnages en prime, et elle pourrait le faire. Ça va être assez fascinant. Ouais, des bruits d'ambiance dans une vidéo. Du vent, de l'ambiance, des choses comme ça. Des souffles, des crissements de pneus. Ça pourrait être très spectaculaire. Exact. OpenAI promet qu'on pourra aussi modifier le contenu des vidéos générées pour corriger les petites hallucinations. Parce que regardez une des vidéos qui a fait jaser, c'est une espèce d'astronaute qui a un bonnet de laine au lieu d'avoir une espèce de casque. Donc, clairement, on dirait, peux-tu mettre un casque qui était un astronaute canadien? Probablement. Oui, avec Et ça soulève évidemment plein de questions. OpenAI se fait rassurer en disant que nous, on n'utilise que des données pour générer, là, pour faire réfléchir les modèles derrière, que des données disponibles publiquement ou sous licence, comme ce que fait Shutterstock, qui est un partenaire d'OpenAI. C'est un truc extrêmement énergivore et qui va aussi probablement faire jaser parce que même s'il y a des limites sur la façon dont on peut générer des vidéos, par exemple, on peut pas reproduire quelqu'un de connu. On pourrait pas demander une vidéo. Hey, fais-moi une vidéo de Pascal Forget en train de manger du popcorn. Parce que là, il va dire, désolé, Pascal est une personne connue, on ne reproduit pas les personnes connues et on sait pas trop s'il aime le popcorn parce qu'il nous l'a jamais dit. Donc, ou il va peut-être même dire, on sait pas c'est qui Pascal Forget, si le modèle est pas bien entraîné. Ah oui, ben là, il va falloir l'entraîner, effectivement. Donc, ça s'en vient et OpenAI, pour finir là-dessus, promet d'être très prudent pour éviter les falsifications, les fausses vidéos et dit, on va mettre des filigranes partout. Parce qu'il dit c'est la solution à tous les problèmes, mais je pense, et ça a été prouvé que c'est facilement déjouable, donc je pense qu'on n'est pas non plus sorti de ce malaise de vidéos truquées, là, d'hyper-trucage, et comme il y a des élections qui s'en viennent dans plein de pays dans le monde dans la prochaine année, on va en entendre parler beaucoup. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui voient les bêtises qu'ils ont dit devant caméra dans le passé accusent maintenant les gens qui publient ces vidéos-là de dire « Oh, c'est une vidéo truquée, ça, j'ai jamais dit ça ». Donc, même si les vidéos truquées c'est un phénomène auquel on peut mettre fin, le mal est déjà fait, là. C'est-à-dire que même des vidéos qui sont authentiques, désormais, on peut soulever le doute pour les gens qui aiment la désinformation, là. C'est un nouveau paquet de troubles. Et on peut remercier Sora. Bon, en tout cas, les outils comme ça. Bref. On le saura dans les prochains mois. Ça vient peut-être de mettre faire sortir la fameuse boîte de Pandore, là. Peut-être qu'on vient de sortir tout ce qui est dans la boîte et que c'est comme ça que ça va commencer. Ce bordel d'hypertrucage. La grande question, Alain, il faut que je la pose. Quand sera lancé Sora? On le saura bientôt. Oh! OK. C'est aller à l'entrevue. C'est sage parole. On va prendre un petit respire. On revient, on va parler tout de suite après, on fait une courte pause juste pour vous présenter le logo puis notre chanson, en fait. Mais on va parler de l'application d'un docteur de l'hôpital Charles-Lemoyne qui sauve des vies littéralement et qui permet d'accélérer le traitement à l'urgence. C'est vraiment une belle application. Restez avec nous. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Nous avons une entrevue, le fun cette semaine. Mais avant, Pascal, on a aussi un commanditaire à présenter. Oui, l'entrevue de la semaine est présentée par Jovaco, qui est spécialiste des logiciels de gestion intégrés depuis 1983. Ils offrent une vaste gamme de services visant à soutenir leurs clients à chaque étape de leur croissance. C'est important, ça, Alain. L'implantation, l'intégration des systèmes ERP et CRM, l'analyse des données, la migration vers le cloud, le développement personnalisé, en plus du support et de la formation des utilisateurs. Pensez à Jovaco, jovaco.com. Ils sont partenaires Microsoft depuis plus de 20 ans. Ils offrent des solutions établies avec, entre autres, Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Sales
et Microsoft Power BI si vous avez besoin de tableaux pour vos données. Et comme c'était pas assez, ils ont aussi leurs propres solutions d'affaires pour répondre à des besoins spécifiques du marché avec des outils adaptés comme Omzi pour la gestion de projet, Alia pour la planification des ressources et Teddy pour la gestion du temps et des dépenses. Jovaco.com. Merci d'être partenaire. On a discuté avec la présidente de Jovaco la semaine dernière. Si vous avez envie de conseils pour améliorer votre inclusion dans votre organisation, n'hésitez pas à écouter l'épisode de la semaine dernière. Ben oui, j'allais dire, si vous comprenez tout ce que Pascal vient de dire, c'est clairement à vous qu'on s'adresse. Puis si vous comprenez pas, allez écouter l'entrevue de la semaine dernière parce qu'il y a des éléments assez intéressants sur comment ces outils-là aident la fameuse productivité au travail, n'est-ce pas, qui est un enjeu au Québec, on le sait, pour plein de raisons. Je vais faire une transition et elle sera maladroite si ça se trouve entre cette présentation et notre invité de la semaine. J'ai été flagué apparemment comme un journaliste qui écrit beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et là, comme ChatGPT, tout ça est un buzz depuis 1 an et demi, mais quasiment 2 ans maintenant. Beaucoup de gens m'approchent et me disent « Hey, on a beaucoup d'intelligence artificielle développée dans le secteur de la santé, entre autres, on va révolutionner la santé. » Puis là, il y a des millions de dollars qui coulent dans un créneau pour des applications de très numérisées, très numériques, très high-tech, qui coûtent cher, surtout au gouvernement, parce que c'est eux qui financent ce développement-là. Et ça donne des applications qui, à la fin de la journée, ne sont pas la solution aux enjeux, aux premiers problèmes qui font que le réseau de la santé a des problèmes, en fait, en ce moment au Québec. Mais à côté de ça, il y a des entreprises, il y a des gens qui sont dans le milieu qui offrent, eux, des solutions, le fun et applicables et fonctionnelles et déjà utilisées, qui corrigent des problèmes actuels du réseau. Puis une de ces solutions-là, on va vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle est pas mal intéressante. C'était l'idée du docteur Frédéric Lemaire qui est avec nous, qui est médecin à l'urgence de l'hôpital Charles-Lemoine à, je vais dire Longueuil, parce qu'avant c'était Ville-le-Moine, mais ça n'existe plus, n'est-ce pas? Qui a créé une application qui s'appelle, je sais pas si on le dit, tu me diras Frédéric en français ou en anglais, Easy Resus. ou EZ Resus. Qui est une application, en fait, et c'est ça qui est intéressant, elle a remporté un concours qui s'appelle le défi des soins de santé dans l'espace lointain, qui est un concours qui a été mis en place par l'Agence spatiale canadienne. C'est une application qui facilite l'administration de médicaments en situation d'urgence. Ça permet de faciliter la gestion de l'équipement, le dosage, la vitesse d'administration, ces choses-là. Une application dont on entend très peu parler ici, mais qui est déjà utilisée dans 29 pays par 5000 médecins. Docteur Lemaire, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. J'ai résumé très rapidement ce que fait l'application, mais je ne sais pas si tu peux nous donner un petit peu de contexte sur d'où est venue l'idée et qu'est-ce qu'elle fait concrètement et qu'est-ce qu'elle résout comme problème à l'hôpital. Ben, c'est sûr. Et, tu sais, dans le fond, moi, ça fait 11 ans que je travaille comme médecin d'urgence. Puis tout ça, ça a commencé d'un premier cas que j'ai vu dans mon début de pratique. OK, puis quand on commence, on a beaucoup d'études, on a fait beaucoup de cas supervisés, mais il y a quand même la journée où tu te lances puis que tu deviens un patron autonome. Puis j'ai fait face à une réanimation d'un enfant vraiment difficile. Tu sais, j'étais littéralement en train d'écrire une petite note sur un comptoir, puis ils m'ont arrivé avec un mini bébé qui était vraiment proche de mourir. Puis la plus grosse chose qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est comment le défi, c'était pas un défi de diagnostic. Tu sais, on pense, là, quand on pense justement à ChatGPT, que les docteurs, ils se cassent la tête à essayer de trouver le diagnostic, puis c'est vrai, mais quand le patient est très, très malade, 95% du temps, on a une idée claire de qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis moi, ce qui m'avait surpris, c'est que cet enfant-là, je savais exactement qu'est-ce qu'il y avait, je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, mais le gap entre l'idée dans ma tête que j'ai du traitement puis l'exécuter par les infirmières, c'est un cauchemar. Fait que là, je voulais partir une perfusion de médicaments. Il fallait qu'on fasse des calculs avec une calculatrice. On n'était pas trop sûr de la recette puis de la dilution. Fait qu'on a appelé le pharmacien. Puis tout ça pour ultimement avoir un cas qui a bien évolué. Je me suis dit, écoute, c'est sûr qu'il faut qu'on développe quelque chose pour nous aider pour la logistique des soins à l'urgence. Donc, parce que ça prend du temps à trouver, par exemple, justement, le remède ou la solution à un problème comme celui que tu décris. Et là, l'application accélère cette tâche-là, j'imagine. C'est ça que ça fait. Ouais, tu sais, dans le fond, l'application, elle agit comme un assistant à la réanimation. Fait que ça part avec la prémisse que les équipes sur le terrain, on va avoir trouvé, tu sais, les informations de base. Fait que la longueur du patient, son âge, son poids. Puis c'est quoi qui est en train de se passer? Est-ce que l'enfant est en arrêt cardiaque ou il est en train d'avoir des convulsions ou il y a une crise d'asthme sévère? Puis après, ça va permettre de donner dans un format tout précalculé, là, avec aucun potentiel d'erreur, de dire
ça, c'est le premier médicament qu'on donne. Voici la dose, voici comment qu'on le donne. Tu as besoin de faire telle procédure, voici l'équipement, tout calculé selon les informations du patient. Puis ça permet de nous enlever le stress de la tête pour juste se focusser sur le patient, faire qu'est-ce que les humains sont bons. Tu sais, le high-level thinking, la connexion avec le patient, puis pas commencer à faire des calculs sur un coin de table. Et c'est ce que c'est vous qui entrez les données et c'est le médecin qui fait ça ou c'est l'infirmière, le personnel autour, les gens, les ambulanciers, c'est vous qui faites ça? C'est vraiment une bonne question. Fait que, tu sais, dans le fond de l'application, on l'a vraiment faite pour qu'elle soit utilisable par tous les professionnels de la santé parce que dépendamment on est où, là, les rôles dans une réanimation quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir, ça change bien vite. Tu sais, t'es dans le nord, l'infirmière est pris avec quelque chose, ben toi, tu deviens l'inhalothérapeute comme médecin, puis après, ça se peut que le médecin devienne l'infirmière. Puis tous ces rôles-là, on est juste une équipe qui veut faire tout pour sauver l'enfant. Fait qu'on s'est dit, la façon que cette app-là soit utile, c'est si tous les besoins de tous les professionnels de la santé sont dedans. Fait que ça peut être utilisé tant par un inhalothérapeute, un médecin, une infirmière, un paramédic, un pharmacien. Puis eux, dans le fond, ont des sections plus pertinentes selon leur profession à l'intérieur de l'application. Et est-ce qu'il y a des cas spécifiques où l'application sert ou ça sert en général à l'urgence quand les cas rentrent ou dans quel contexte on peut l'utiliser? Ouais, c'est une super bonne question. Tu sais, dans le fond, quand on a le temps de penser, l'information est vraiment, vraiment disponible partout. Tu sais, là, supposons que j'ai un patient stable, puis là, je me demande, est-ce que je donne tel médicament? Là, moi, je peux aller sur Internet, je peux appeler un consultant, je peux demander de l'aide. Fait que nous, où est-ce que l'application commence à rayonner? C'est vraiment quand tu as la pression de temps qu'il faut que tu agisses, puis t'as pas le temps, parce que l'enfant, présentement, il est en train de convulser. J'ai beau dire que je vais appeler un collègue, OK, je peux appeler à l'aide, mais c'est moi l'aide, tu sais, je peux pas appeler le 911, tu sais, je suis le 911. Le monde arrive, puis là, tu te retrouves dans c'est ça, fait que tu te retrouves dans une situation où même si jamais c'est quelque chose que tu n'as pas vu souvent, parce que, tu sais, nous, on peut voir n'importe quel cas dans tout le spectre de la vie humaine, fait qu'on est comme un peu bon dans tout, mais on n'est pas des experts dans l'ensemble de toutes les conditions de la planète. Mais des fois, tu te retrouves dans un coin où il faut que tu agisses dans une situation très difficile. Puis c'est là que l'application va te donner quelque chose, tu sais, de vraiment actionable, qui va te dire, regarde, fais ça, puis on va stabiliser la situation. Puis un coup que c'est stable, là, on peut prendre une respiration. On peut aller checker un peu plus dans les outils qui existent déjà. Fait que c'est vraiment un patient dans la première heure de la réanimation. L'application, elle-même va chercher l'information. Elle contient l'information, comment elle fonctionne derrière, comment ça marche derrière le rideau, là, la magie. Ouais, derrière le rideau. Ouais. Fait que dans le fond, en arrière du rideau, OK, nous, on a une grosse équipe de bénévoles. Tu sais, on est un organisme à but non lucratif. Fait qu'il y a 35 professionnels de la santé qui sont impliqués là-dedans. Mais ceux qui vont, tu sais, travailler dans le back-end, si on pourrait dire, on est juste 3. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, pour chacune des conditions, dans le fond, imaginez une espèce de grosse soirée où que on se rencontre tout le monde puis qu'on a des listes de sujets à discuter. Fait que là, on va dire, OK, toi, tu as fait la revue de littérature sur les convulsions, mais sur tel élément, je suis pas d'accord. Puis on fait une espèce de peer review qu'on va dire, ceci est l'état de l'art présentement sur la gestion des convulsions d'un enfant. Puis après ça, moi, ou les deux autres responsables de contenu, on va aller entrer ça dans le back-end de l'application. Puis après, on a toute une série de testing automatisé puis de testing par notre équipe de bénévoles pour s'assurer que tout est parfait avant de mettre ça en production. Mais c'est sûr que l'app va pas aller chercher des choses de façon autonome sur Internet parce que nous, c'est de l'information tellement critique. Il faut qu'on soit sûr que chaque output de cette application-là contient aucune erreur. Puis, tu sais, il faut que ce soit très synthétique aussi. Fait qu'on peut pas donner comme un gros paragraphe que la personne va lire parce que le patient va pas bien, fait qu'il faut que ça soit très, très synthétique. C'est ça, tu peux pas te permettre d'avoir de l'intelligence artificielle qui hallucine des réponses puis des traitements. Là. Il faut vraiment que ce soit rigoureux comme processus. Ça, c'est tellement drôle, là, parce que, tu sais, quand ChatGPT a commencé, à peu près toutes les membres de ma famille m'ont dit, hey, écoute, ça fait des diagnostics, là. Je disais, j'avais mal à la gorge, puis tout ça. Puis après, tu sais, quand tu vois ça avec un œil d'expert, tu sais, les LLM, c'est pas quelque chose qui est encore utile pour des professionnels de la santé parce que, exactement comme tu dis, il y a un bon pourcentage d'hallucinations. Puis parce que ça n'a pas été développé comme ça, c'est assez facile par quelques prompts, de le faire dérailler complètement. Ouais. Par contre, où est-ce que... Vas-y. J'ai mal à la gorge, cancer du poumon. Tu sais, ouais, ça exactement. ChatGPT va être radical là-dessus. C'est ça, mais après, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que, tu sais, par exemple, moi, dans l'application, si, par exemple, il y a une perfusion de médicaments, OK, qui est juste faite pour les mini bébés qui ont des problèmes de cœur, des malformations cardiaques congénitales. Mais ça, on peut pas utiliser ça chez un adolescent. Ça fait aucun sens. Fait que nous, dans l'app, si tu tentes des informations d'adolescents, l'app va te dire,
ben là, tu peux pas faire ça. Mais si tu demandes à ChatGPT, c'est quoi la dose de prostaglandine pour un adolescent, il va te sortir quelque chose. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment comme un des exemples, un use case où que ça peut vraiment être mal utilisé. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'avenir dans, c'est ça qu'on est en train d'essayer de développer, là, avec le crime puis le Mila. C'est d'utiliser, tu sais, le principe des LLM, mais d'avoir un output qui vient de l'application. Fait que tu sais, de comprendre comme tout le contexte du prompt par le LLM. Fait que je suis capable de dire, j'ai un patient qui va pas bien, puis ça, les LLM sont super bons, mais après, il faut que le output vienne d'une espèce de playground de l'application, qu'on est sûr que le output va être relevant, là, puis que ça va être sécuritaire. Ouais. Ça, c'est un sacré casse-tête parce que les ChatGPT, c'est pas... On pense à l'intelligence artificielle et on pense à numérique, donc on pense que c'est une espèce de méga patente de chiffres, mais c'est pas ça. C'est un outil probabiliste de texte. Ça génère du texte basé sur le texte qu'il a déjà lu ailleurs et en se disant, ben, le mot qui vient après ce mot-là devrait normalement être ce mot-là, mais c'est pas, il n'y a pas d'opération logique du genre 4 est plus grand que 3, là. Donc c'est pour ça que souvent on lui pose des problèmes avec des chiffres ou des valeurs et il fait pas la distinction de qu'est-ce qui est plus grand que, parce que c'est de la probabilité qu'après ce chiffre-là, normalement devrait revenir ce chiffre-là, mais c'est pas de l'opération mathématique. Donc quand j'imagine, notamment, si tu fais des dosages et que tu lui demandes des choses, il y a des bonnes chances que la réponse soit fausse. Donc, oui, j'imagine qu'en santé, ça doit être délicat comme application, mais c'est pas ce que votre application fait. Je disais tantôt, basé sur l'information que j'ai reçue de la Fondation de l'hôpital, que ça a été utilisé par 5000 médecins dans le monde. J'imagine que vous l'utilisez à l'hôpital Charles-Lemoine. Elle sert combien de fois dans une semaine? Quand est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que ça arrive souvent? Fait que c'est sûr que, tu sais, l'application est vraiment basée sur la première heure de réanimation. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme une assurance. Surtout dans les communautés éloignées. Tu sais, on a des licences, là, avec les trois plus gros hôpitaux du nord du Québec. Puis eux, la quantité de réanimation qu'ils peuvent recevoir dans une semaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir à l'hôpital Charlemagne. Mais quand ça l'arrive, c'est extraordinaire ce que ce monde-là réussissent à faire parce que eux, tu sais, sont comme des médecins de famille, médecins d'urgence, ils font des accouchements, puis là, ils peuvent avoir pas de réanimation pendant un bout de temps, mais à 2 heures du matin, quand ils en ont une, là, ils vont servir de l'application vraiment plus comme une assurance, c'est-à-dire ils vont tomber sur quelque chose qui va pouvoir les aider, versus des centres plus expérimentés en réanimation qui ont un plus gros débit, que là, les gens vont l'utiliser sur pas mal chacun de leurs chiffres. C'est intéressant. Pascal? Est-ce qu'il y a des mises à jour fréquentes de votre application? Vous avez votre groupe de bénévoles. Ajoutez-vous constamment, parce que le domaine de la santé évolue, les nouvelles pratiques, les nouveaux médicaments, les nouvelles techniques. Puis avez-vous des améliorations en tête? Est-ce que vous travaillez, comme c'est le côté techno, là? Est-ce qu'il y a des visions, la reconnaissance de la parole? Est-ce qu'en vidéo, ça pourrait vous permettre de faire des choses? Vers quoi vous voyez l'application dans 5-10 ans, mettons? Et à quelle fréquence vous faites des mises à jour dans votre application? C'est tellement excitant, là, parce que j'ai l'impression, tu sais, on est tellement dans une belle place dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir être dans le domaine de la techno, là, tu sais. On le sent tout, là, qu'il y a comme quelque chose qui s'en vient, puis là, ça nous fait rêver grand. Pour toute la partie comme scientifique, nous, c'est notre communauté bénévole qu'on a des règles, tu sais, où que chaque entrée doit être révisée sur un cycle de révision. Fait que c'est toujours comme à jour selon la littérature. Puis ça, c'est un bon défi, mais les gens tu sais, quand t'es bénévole dans une organisation comme nous autres, c'est que t'es méga passionné par la réanimation. Fait que t'es déjà un peu à jour, puis tu lis tout ça tout le temps. Fait que eux, ils font juste comme feeder les différentes conférences puis les trucs qu'ils lisent à l'intérieur de ça. Mais d'un point de vue plus techno, là, c'est sûr qu'on voit grand. Tu sais, la première chose, c'est le speech to text. Puis ça, on se le fait dire beaucoup par les paramédics, parce que les paramédics, tu peux vous imaginer, là, eux, là, sont deux, ils sont sur les lieux, ils ont leurs 2 mains qui sont occupées, et puis là, ils m'envoyaient des courriels, ils disaient, tu sais, Fred, c'est super cool, mais là, moi, de prendre mon téléphone d'une main, puis tout ça, puis de lâcher le patient, c'est pas évident, il faudrait que je puisse lui parler. Puis là, c'est sûr que ça, il y a plusieurs niveaux de ça. Le plus simple, ça serait un speech to text que tu fais juste mettre dans ton téléphone. Ça, j'ai pas été, je sais pas pour vous autres, moi j'ai pas été comme grandement impressionné. Puis là, présentement, on est sur le bord, tu sais, ouais. Mais vu que c'est sensible, tu sais, là, quand on dit, tu sais, hey Siri, tu peux-tu jouer telle musique, puis ça marche pas, c'est pas pire. Mais là, si tu dis, hey Siri, je vais donner tel médicament, puis ça marche pas.
Écoute, ça, je ferais pas subir ça à mes utilisateurs. Ben, écoute, je te recommanderais pratiquement Azure, la plateforme Azure de Microsoft, un synthétiseur de voix qui est vraiment excellent, mais qui est pas intégré dans aucune de ces applications téléphoniques, là. Et peut-être que Pascal, tu la connais, mais elle est vraiment accessible et elle est faite pour être intégrée dans des applications comme celle-là. Il y a certainement une solution qui doit exister quelque part. Probablement pas celle auquel on pense, là, mais il doit en exister. J'imagine que dans les cas d'une scène d'action, là, moi j'imagine un film où t'as l'ambulancier, ça bouge, ça crie, il y a du bruit, il y a des choses comme ça. T'as les deux mains sur le patient, puis là tu dois dicter rapidement 65, il y a un bruit en même temps, ça devient 75, puis là ça devient, encore une fois, il faut que ce soit très très précis. Peut-être un casque avec un micro qui permettrait d'isoler la voix de l'ambulancier puis de donner des consignes en disant easy Easy Resus. Easy Resus, veux-tu faire quelque chose? C'est sûr que, tu sais, la vision ultime, là, tu sais, on a tout vu ça avec le Vision Pro, là, c'est quand on va réussir à mettre ça dans des lunettes. Puis un coup qu'on met ça dans les lunettes, ben, on est pas mal proche de Jarvis d'Iron Man. Tu sais, dans le fond, on a un assistant à la réanimation à qui on peut parler, qui comprend profondément le prompt qu'on dit, avec un output qui est pas halluciné, puis un support visuel. Parce que moi, une des choses, tu sais, qu'on a pensé comme profondément, c'est si c'est juste audio, il y aurait trop de risques, comme tu l'as mentionné, Pascal, tu sais, de dire, c'est-tu 75 ou 65? Il faut absolument qu'il y ait un support visuel en même temps. Puis là, juste de s'imaginer que la personne pourra avoir ça dans son champ de vision. Puis, tu sais, ça serait l'espèce d'interface la plus pure entre l'être humain qui continue à faire son raisonnement clinique complexe avec son interaction avec le patient puis sa connexion, puis la partie intelligence artificielle qui a accès à tous les algorithmes de la Terre puis toutes les références pour avoir la partie plus logistique. Puis je pense que, tu sais, ça a l'air loin, mais c'est peut-être pas si loin que ça. Ben, ça va prendre les lunettes parce que le Vision Pro, si on se promène avec ça dans la rue... c'est tout sauf naturel, là, je veux dire ça comme ça. Puis c'est comme avec les protocoles. Avec le protocole de désinfection COVID, probablement que la Vision Pro t'offrait pas longtemps. Là, en plus, ben oui, c'est ça, c'est clair. Je te poserai une dernière question, Frédéric, parce que c'est une belle application. Je sais qu'il y a d'autres applications qui existent dans ce genre-là, dans le secteur de la santé, qui sont déjà applicables, dans le fond, et utilisées, mais il y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a si peu d'utilisation de ce genre, où il y a si peu d'exemples de ces outils-là qu'on voit utiliser dans la santé? Il me semble qu'il y a des on parle toujours de la caricature, c'est-à-dire on utilise encore le fax dans le secteur de la santé. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'au contraire, c'est plus fréquent qu'on pense? Ouais, c'est aussi, c'est vraiment une super bonne question. Tu sais, on le sait, je suis pas sûr que j'ai la réponse. Il y a une partie que un système de santé à faire évoluer, tu sais, c'est gros, puis c'est compliqué, puis il y a un degré de complexité qu'on a bien de la difficulté à comprendre, même en travaillant dans l'urgence, tu sais, qu'il y a plein de trucs, tu sais, par exemple, tu sais, juste le fax, quand après on voit, tu sais, des hôpitaux au UK se faire hacker avec des ransomware, tu dis, oups, là, notre fax, c'est comme, tu sais, mais c'est sûr qu'il faut plus qu'on envoie de fax, ça fait plus de sens, mais après, si jamais, tu sais, on veut passer au numérique, ça vient avec des protocoles de sécurité qu'il faut qu'ils suivent. Ça, je pense que c'est une des raisons. Puis l'autre chose aussi, puis honnêtement, je me suis posé la question longtemps, pourquoi ça n'existait pas, mon app, tu sais. Puis je pense qu'une des raisons, c'est que honnêtement, tu sais, il n'y a pas des milliards à faire avec ça. Puis nous autres, c'est pour ça qu'on est un OBNL depuis le début. Nous autres, c'est de l'impact qu'on veut faire avec ça. Puis c'est extrêmement sensible. Tu sais, si jamais on va voir une grosse compagnie, puis on dit il va falloir que tu investisses énormément pour quelque chose d'extrêmement potentiellement dangereux. Tu sais, il faut absolument que ça soit comme bien fait. Puis dans une niche spécifique qui a pas nécessairement beaucoup d'argent à faire avec ça, je pense que ça l'explique peut-être pourquoi que dans mon domaine de réanimation, ça prenait vraiment des gens du terrain qui l'utilisent puis qui voient l'impact. Puis qu'eux, ils disent, ah non, moi je le fais pour moi cet outil-là parce que moi je veux aider mes patients et non pas une perspective corpo de dire, je vais essayer de diversifier mon portfolio pour essayer de faire de l'argent avec les enfants qui sont en train de mourir. Ça fait comme aucun sens. C'est pas le langage, en tout cas ça c'est certain. C'est clair. C'est bien ça. Ça prend votre passion, je pense, pour aller développer quelque chose comme ça. C'est pas juste de vouloir le faire, c'est qu'il faut le faire avec passion. Puis on l'entend que vous êtes passionné, c'est fantastique. Ceux qui nous regardent en vidéo, c'est fantastique de vous voir réagir, puis à quel point vous êtes engagé dans cette cause-là. Easy Resus, jetez un coup d'œil là-dessus. Absolument. Je sais pas si on peut la voir en tant que public, Frédéric, ou si c'est vraiment réservé aux spécialistes, aux médecins? Vous pouvez la voir, ça sert
pas à grand-chose. Si jamais vous avez pas accès aux médicaments, mais pour le fun de le checker, il y a un essai gratuit de 7 jours. Puis si jamais il y a des gens out there qui aiment l'interface utilisateur puis qui disent hey, ça, vous pourriez faire ça différent. C'est tout le temps intéressant d'avoir des perspectives de plein de milieux différents. Est-ce qu'elle sauve des vies? Est-ce qu'on peut dire que ton application sauve des vies? Honnêtement, là, on ferait pas ça si on n'était pas persuadé que ça sauve des vies. Wow. Ça, c'est magique. Magique. L'application Easy Resus. Est-ce que je prononce bien? J'ai l'impression que je ne prononce pas bien. Ça dit quand tu dis ça? C'est parfait. Ça fait très synthétique en 5 lettres, tu sais, de dire Easy Resuscitation, mais... Oui, parce que je pensais que c'était Resus comme le groupe sanguin, mais je pense que c'est Resus comme Resuscitate, c'est ça? C'est plus... Exactement. Voilà. Ah, voilà. Bon, ben, on a appris ça aussi. Docteur Frédéric Lemaire, médecin à l'hôpital Charlemagne. Est-ce qu'on dit urgentologue, médecin à l'urgence? Es-tu un urgentologue nécessairement? Médecin à l'urgence, c'est mieux parce que c'est bien compliqué. Il y a des médecins, moi, je suis un médecin de famille qui a fait une 3e année de spécialisation, mais il y a des gens qui font 5 ans, puis eux, c'est des urgentologues. Moi, je suis un médecin d'urgence. Ah, voilà. Bon, ben, on prend note. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment hyper intéressant. Et les gens qui ont le goût de participer à l'aventure, j'imagine que un groupe bénévole cherche toujours plus de muscles, plus de bras. S'il y a possibilité de vous rejoindre, on va vous rejoindre. Y a-t-il un site pour Easy Resus? Oh yes, www.ezresus.com. Voilà, allez voir ça. Merci Frédéric, c'était super intéressant. Nous, on prend une mini pause et on revient pour la suite à une tasse de tech. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Édition chargée, Pascal, quand même. On a eu du stock à date. Je regardais la liste, puis on disait qu'on avait un invité qui avait vraiment la passion, le feu dans pas dans les yeux, mais littéralement. Là. Ouais. Puis je disais en intro d'entrevue, puis c'est vrai, hein, on donne des centaines de millions de dollars aux entreprises technologiques faire des grosses affaires qui finalement ont très peu d'impact sur la situation dans le milieu de la santé, de l'éducation ailleurs. Et t'as des gens qui sont dans le milieu, qui ont une idée, paf, et qui passent à l'action, puis ça donne des résultats pas mal plus concrets. Et ça a été un bel exemple. Oui, entre Arrive Cannes et Easy Resus, imagine si on avait mis l'argent. C'est incomparable. Imagine si on avait mis l'argent au bon endroit, comme on aurait pu sauver littéralement des vies partout dans le monde. C'est assez peur. Je pense qu'on va trouver notre clip TikTok, Pascal, avec voilà. On va parler de gadgets, mais avant de parler de gadgets, on va parler de nos bons amis chez Planet Hoster, parce que là, toi aussi, t'es rendu sur cet hébergeur tout à fait lavallois et québécois. Tellement le fun. Haute qualité, je veux dire ceci. Je sais pas si tu veux nous raconter ton expérience. Moi, écoute, cette semaine, je n'ai qu'à dire, je n'ai qu'à féliciter parce que tout va très bien, très vite. Je suis rendu un petit peu plus loin dans ma migration. En fait, j'ai fini de migrer, donc là, je suis plus à bidouiller et je le fais purement par curiosité intellectuelle, là, mais je suis en train de brancher, tu sais, Google avec le Sitekit, avec tous les outils d'analytique et de monétisation, appelez ça comme vous voulez, juste pour le fun, pour voir comment ça fonctionne. Et c'est magique parce que tout fonctionne du premier coup. Ça m'est pas arrivé aussi facilement d'installer un nouveau site WordPress depuis une éternité. Donc ça, je suis très satisfait. Je sais pas t'en es rendu de ton côté, mais moi, moi, avec Planet Hoster, j'ai eu plein de questions parce que là, j'ai demandé, moi, j'étais paresseux. Toi, tu l'as fait à la main. Moi, j'ai demandé de l'aide. Je me dis, tiens, j'ai un site existant. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à le déménager? Je me mets à la place de beaucoup de gens qui ont pas ça comme expertise. J'aurais pu, je le dis tout de suite, j'aurais pu le déménager moi-même. Mais je me dis, écoute, je reçois un appel, je reçois un beau message. Le technicien m'a aidé. J'avais des questions sur des changements. On a installé mon SSL, le petit certificat, parce que j'étais inquiet. Je voulais pas que la petite connexion sécuritaire entre mon site, je l'avais créé sur mon site, mon hébergeur précédent. Il dit, on fait le transfert du SSL. Ils ont déplacé toutes les données de mon site dans le nouveau site de Planet Hoster. Et quand ça a été fait, pouf, ils ont dit, parfait, on est prêt. Quand tu veux, on fait le passage de ton ancien hébergeur au nôtre. Ils ont changé l'adresse et ça s'est fait je rafraîchissais mon écran et c'était déjà sur l'autre hébergeur. Fait que c'est très rassurant si votre entreprise dépend de transactions électroniques, dépend de faire des réservations sur votre site si vous êtes connecté à différents services. Planet Hoster va s'assurer que tout est bien transféré
avant de faire le passage. Vous n'aurez pas de temps mort ou, écoute, ça va être minime le temps mort qu'il va avoir entre votre ancien site et votre nouveau. Puis ils sont 24 heures, fait que si jamais tu as des questions à 2 heures du matin, ils vont pouvoir t'aider. Un bon service en français et en anglais. C'est important. Bien local en plus, ça c'est le fun. planethoster.com. Il y a des jours où on a des grosses bébelles, il y a des jours où on a des trucs plus efficaces et plus simples et qui sont donc importants. T'en as un bel exemple cette semaine avec ton câble USB HDMI. Qu'est-ce que ça fait exactement? Écoute, c'est très simple. Ça permet de brancher son téléphone, la plupart des téléphones, directement dans un téléviseur, sans avoir besoin de bidouiller avec la connexion sans fil. Puis c'est très drôle. Moi, je vais chez ma copine, puis à chaque fois, c'est pas mon réseau, c'est pas ma connexion. Faut que je change mes identifiants. Maintenant, je peux prendre quelque chose qui est dans mon téléphone, je branche le petit fil et directement, ça fonctionne. C'est fantastique parce que j'avais un téléphone Pixel. Le téléphone Pixel va offrir dans sa prochaine version publique ou devrait offrir le branchement direct. C'est très, très simple. On branche le fil USB-C, le côté USB du câble directement dans son téléphone, l'autre dans un téléviseur ou un moniteur HDMI et ça fonctionne. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître qui dit « Veux-tu afficher le contenu de ton téléphone dans l'écran? » Très, très, très le fun. Si vous avez un téléphone Pixel, la prochaine mise à jour officielle, si vous êtes en bêta, vous devriez l'avoir dès maintenant. C'est un câble tout simple. C'est un câble USB-C d'un côté, HDMI de l'autre. C'est Hyperdrive qui fait ça. C'est le câble Next USB-C to HDMI. Ça permet de traiter des images 4K en 60 Hz. Et que si jamais vous avez un moniteur 4K, ça va fonctionner. Un téléviseur 4K, ça va fonctionner. C'est à peu près $40. C'est pas très cher. Il y a des câbles qui sont beaucoup plus coûteux. 2,5 mètres de câble. Donc, vous pouvez vous éloigner du téléviseur ou du moniteur pour regarder. Et c'est drôle parce que c'est pas tous les câbles USB qui sont pareils. Puis celui-là a un bout fini en tissu. C'est nono. Ça fait le changement des petits finis en plastique. Tu as l'impression qu'ils vont briser jusqu'à les regarder. Ils peuvent supporter 25 000 plis. Bon, je pense pas que je vais plier, je vais m'amuser. Je vais pas le tester. Et c'est ça fonctionne avec tous les téléphones qui ont ce qu'ils appellent le DP Alt Mode. Vérifiez dans vos specs. La plupart des téléphones Android le sont. S'ils sont pas, des fois, il faut activer les fonctions avancées, mais c'est ben pratique. Je compte garder ce petit câble-là, quarantaine de dollars, dans mon sac pour pouvoir brancher mon téléphone partout ou un laptop dans n'importe quel téléviseur ou moniteur secondaire. C'est un gros plus. Et je dirais ceci pour les gens qui voyagent. Quand vous arrivez à l'hôtel, il y a des hôtels qui s'essaient en vous offrant une connexion sans fil. Allez à tel site, configurez votre téléphone, ça marche très rarement. Un fil comme ça dans votre sac de voyage, là, ça sauve un paquet de tracas, que ce soit pour une présentation PowerPoint, justement, avec des futurs clients ou peu importe, ou une fois à l'hôtel pour regarder un film ou... Moi, ce que je fais, c'est que je regarde à distance, par exemple, le soccer ou le hockey, quand tu es aux États-Unis ou en Europe. C'est pas évident de trouver un signal local parce que ça n'existe pas. Le hockey en Europe est pas très populaire. Mais ça se fait avec un câble comme ça sur votre téléphone et pouf, vous avez effectivement un outil qui coûte pas cher, pas très sexy, c'est pas la gadget ultime, mais ça fait tellement du bien d'avoir ça dans ses affaires. Dans un monde idéal, on devrait pouvoir diffuser sans fil, sans aucun problème, mais il suffit que ce soit pas ta connexion, que t'aies pas le mot de passe, que t'aies pas... Et là, ça devient compliqué, puis là, tout à coup, ça coupe parce que ton téléphone change d'écran. Avec le branchement direct, c'est un petit gadget comme ça. Très content de l'avoir. Hyper qui fait ça. Un petit câble de 2,5 mètres, $40. Beau petit achat, beau petit cadeau à faire. Merci Pascal. Moi, je suis dans un autre créneau, mais c'est tout aussi compact. En fait, c'est drôle parce que imaginez, pour ceux qui nous regardent, qui nous regardent pas, mais qui nous écoutent, vous savez, à une époque, dans la haute gloire là, du BlackBerry, ce qui était le fin du fin quand vous étiez en TI, c'est d'avoir l'espèce de petit étui en cuir qui s'attachait à la ceinture. Ben, imaginez un petit étui comme ça, mais 4 fois plus petit, dans lequel se trouve un bidule gros comme à peu près un paquet de gomme. Et vous avez le gadget que j'ai essayé cette semaine qui s'appelle la Go Bar, d'une compagnie qui s'appelle Hi-Fi, mais Hi-Fi comme dans IFI littéralement. Et la Go Bar, c'est un décodeur numérique analogique pour la musique sans perte, la musique haute résolution, devrais-je dire. On parle souvent de ces trucs-là, on dit « Ah, ça vous prend un DAC », parce que c'est le terme anglophone, pour écouter de la musique en lossless, un autre terme anglophone. Et il y en existe quelques-uns, et la marque Hi-Fi en offre une belle gamme, et son modèle portatif le plus sophistiqué, c'est la Go Bar. Je dis ça de cette façon-là parce que cet appareil-là, qui est gros comme rien, coûte $470. Donc, en même, c'est pas de la tarte.
Mais non, c'est ça, il faut le garder dans son petit étui en cuir quand on le sait pas, parce que sinon on peut les garer, ce serait moins le fun. Mais c'est comparable à un décodeur qu'on utiliserait sur un bureau et qui est gros généralement comme un petit livre de poche. Mais là, ça tient vraiment dans la main, c'est gros comme rien. C'est fait exprès pour être utilisé quand on est dans la version en situation mobile. Donc, ça se branche dans un ordinateur Windows, dans un Mac, mais ça se branche aussi dans un mobile Android ou un iPhone sans problème. C'est une connexion USB-C. Quand on l'achète dans la boîte, il y a le petit câble tressé, peut-être comme le tien d'ailleurs, qui fait une connexion USB-C à USB-C ou USB-C à iPhone pour les gens qui ont un iPhone un peu plus âgé. Donc, on a déjà dans la boîte tout ce qu'il faut pour le brancher sur un téléphone mobile. Évidemment, ça prend des fichiers ou une source musicale sans perte pour l'utiliser comme du monde, parce qu'on a là-dessus 7 codecs de haute qualité sonore. C'est compatible et ça fait la détection automatiquement. Il n'y a pas de casse-tête vraiment à y avoir, là. On parle de fichiers sans perte à échantillonner de 44 kHz à 384 kHz. Là, on parle de quelque chose de vraiment très haute qualité. C'est du kilohertz, ça, monsieur. Exactement. C'est vraiment du FLAC, comme on dit. C'est vraiment du fichier sans perte. Il y a aussi une compatibilité avec c'est des protocoles plus nichés, là, pour les gens qui les connaissent. Et le QSD 128, qui est une version, mon Dieu, extrêmement nichée. J'essaie de me rappeler qui le poussait, mais c'est un truc, là aussi, en 128 kHz, qui est de très bonne qualité. Et le DSD 256. Le DSD, c'est Sony et Panasonic qui poussaient ça quand on parlait des super disques compacts audio, les SACD. Je sais pas si ça existe encore. Je sais qu'il y a des gens très dans le monde très pointu de la musique sans perte, là. Il y a des gens qui trippent sur ce format-là. Et on a aussi le format MQA qui a été poussé pendant un bout de temps par Tidal, qui est un format qui, comme je sais pas s'il existe encore, parce qu'il y a eu des problèmes en termes parce que l'entreprise derrière ce format-là fait faillite ou on a fait la même. Fait faillite, ça a été racheté. Est-ce qu'il y a encore du contenu qui est diffusé? C'est très... Ben, c'est ça. Fait que, mais il reste, en tout cas, pour ceux qui se demandent, qui veulent pas se casser la tête, mais qui veulent absolument le meilleur signal sonore possible, le Go Bar les offre tous. Et c'est ce qui fait qu'il coûte un petit peu plus cher, parce qu'il est comme assez polyvalent. Ils ont le Go Link chez hi-fi, qui est une version simplifiée du Go Bar qui coûte $100. Fait qu'en partant, si vous cherchez un décodeur, 100$, c'est bien correct. Mais si vous voulez vraiment mettre plein la vue, le Go Bar vient avec la certification compatible avec le Hi-Res Audio, qui est un protocole que vous voyez sur les boîtes aussi d'écouteurs haut de gamme. J'ai parlé des Sennheiser HD 660 S2 il y a quelques semaines, qui est un casque fait pour le Hi-Res Audio. Donc, si vous êtes vraiment craqué, vous avez un budget limité, c'est le genre d'affaires qui vont bien ensemble. Je vais vous dire ceci à propos de l'audio Hi-Res, c'est pas mal juste du marketing dans bien des cas, parce que au-delà de l'encodage, qui est correct, sur un casque d'écoute, le seul besoin pour être certifié Hi-Res Audio, c'est d'être capable d'écouter des CD. Là, je vous mets au défi de trouver quel casque d'écoute vous aviez en 1994 qui n'était pas capable d'écouter des CD. Ça n'existait pas vraiment. Donc, c'est un peu... Prenez ça avec un petit sens critique et dites-vous que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir le petit logo en or et en noir là, sur le bidule pour que ça marche. Mais dans le cas d'un décodeur, par contre, c'est nécessaire d'avoir un bon décodeur et au minimum, ça fait juste dire qu'il est correct. Mais là, évidemment, il en fait un petit peu plus que ça, donc ça vaut la peine aussi de voir tout ce qu'il fait. Il y a différents éléments sur ce petit décodeur-là qui sont le fun. Notamment le fait que tout se contrôle sur l'appareil. Hein. Ils veulent pas qu'on utilise le volume sur le téléphone ou sur l'appareil source. Donc, il y a vraiment parce que c'est vraiment un volume analogique qui passe dans le processeur, qui, pour les gens qui connaissent ces choses-là, c'est un décodeur Cirrus Logic 32 bits qui est à l'intérieur de ça, qui fait vraiment une belle job et qui pousse le son aux écouteurs de votre choix à travers une ou l'autre de deux sorties. Sortie standard, 3 mm et demi, celle que tous les écouteurs, la plupart des écouteurs en grand public utilisent. Là, c'est le c'est la petite pine normale du fil d'un casque d'écoute. Et il y a aussi une sortie à 4,4 mm qui est une prise qu'ont certains casques d'écoute plus haut de gamme. Des moniteurs aussi, souvent utilisés par des professionnels en studio ou ailleurs, là, ont cette connexion qui est un petit peu plus grosse. Et celle-là est dorée pour ceux qui vont vraiment couper les cheveux en quatre en termes de qualité sonore. Là. Donc, il y a peut-être une connexion qui est meilleure. Allez savoir, ça, c'est rendu là, notre oreille, je suis pas sûr qu'elle fait la distinction, mais bon. Je pense que c'est pour éviter la corrosion qui pourrait affecter la transmission du signal. Si ça arrive, c'est parce que vraiment, vous vivez sous l'eau. On ajuste donc avec les trois boutons et les deux connexions ici, on ajuste évidemment le volume. On active ou pas l'amélioration sonore que contient le décodeur parce qu'on peut booster les basses, comme on dit en bon français. Donc, un amplificateur de grave parce que des fois, le son sans perte, c'est un son naturel. Et dans la vie au quotidien, quand on joue de la musique ou peu importe,
il n'y a pas beaucoup de basses, mais on aime écouter un son plus riche quand même quand on écoute de la musique dans les écouteurs. Et ça, il y a possibilité de l'ajuster un petit peu avec à même un bouton sur cet appareil-là. Et il y a aussi une version X-Space qui permet d'utiliser le son plus spatialisé. C'est une autre espèce de gimmick, mais il y a des gens qui aiment ça. Et il y a un bouton, un sélecteur qui permet de pousser vers l'une ou l'autre des deux sorties audio un protocole qui s'appelle IE Match qui, en fait, réduit le volume, égalise le volume pour les gens qui utilisent c'est pas vraiment des écouteurs, mais c'est vraiment pour des moniteurs intra-auriculaires. Donc, vous savez, quand si vous faites du son professionnel, vous êtes sur une scène et vous jouez de la musique, si jamais ça vous arrive, vous êtes en studio, vous faites de la télé, on vous donne souvent un petit moniteur qu'on enfonce dans le fin fond du conduit auditif. Et le son là-dedans est hyper sensible. Ça peut devenir très fort très vite. Donc, ben, ce système-là, ce petit bouton-là ici sert à réduire le son pour ce genre d'application-là. Donc ça, c'est extrêmement niché, on se comprend, il n'y a pas grand monde qui aura besoin de ça. Mais il l'a. Donc, c'est un plus, à mon avis, parce que ça veut dire que cet appareil-là, c'est un tout-en-un, peut-être le plus portable, le plus puissant sur le marché. Donc, vraiment, c'est une référence par définition. Évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'il y en a beaucoup trop pour l'usage que la plupart des gens vont en faire. Donc, peut-être pas besoin de payer 500$ ou presque pour ce gadget-là, à moins d'être vraiment un crack puis de vouloir la Cadillac du décodeur analogique numérique. Très compact, se lit très bien et a une extrêmement grande compatibilité avec la plupart des sources sans perte. Je disais tantôt, lit des fichiers jusqu'à 384 kHz en 32 bits. C'est pas de la tarte, ça, les amis. Pour ceux qui connaissent ça, vous le savez. À l'inverse, cet appareil-là, pour fonctionner, a besoin d'énergie et prend l'énergie à l'appareil sur lequel on connecte. Donc, si vous l'utilisez sur un téléphone Android, entre autres, ça va tirer du jus pas mal de la batterie. Fait que ça réduit l'autonomie de votre téléphone si vous l'utilisez en mobile et de votre portable aussi si vous l'utilisez sur un ordinateur. Android, c'est pas tous les téléphones qui sont peut-être un peu comme la sortie HDMI sur ton téléphone. C'est pas tous les téléphones qui sont prêts pour le sans perte pour une raison ou pour une autre. J'ai pas eu de problème sur iPhone avec j'utilisais Qobuz. J'en ai pas parlé beaucoup, mais j'ai utilisé Qobuz avec la version la plus sophistiquée possible pour justement tester la qualité sonore et ça fonctionnait automatiquement. J'allais en mode, attends, je vais le regarder sur le petit bidule pour vous le dire exactement, parce qu'il allait chercher de l'audio. Il y a un affichage qui t'indique le codec? Oui, ben on le voit, il y a à l'endos du boîtier, il y a des petits DEL là à côté du codec utilisé. Minimaliste, on veut pas d'interférence. Je montais en 192 kHz, on a fait la même, qui évidemment est beaucoup plus que ce que mon oreille peut écouter, mais quand même en 24 bits, c'est quand même pas mauvais. Évidemment, ça demande une connexion si vous le faites en streaming, sinon ça prend beaucoup des gros fichiers très volumineux. Et ben évidemment, au prix que ça coûte, c'est pas exactement le truc le plus abordable en ville, je le disais tantôt. À mon avis, la plupart des gens avec un Go-Link, si vous voulez absolument aller dans le sans perte, va faire la job. Il y a des casques Bluetooth maintenant qui ont la mention Hi-Res Audio Compatible. Donc, ils proposent, il y a un codec dans le protocole Bluetooth qui est assez récent qui offre la lecture sans perte par Bluetooth, donc sans fil. Donc, de plus en plus, on a l'impression que les décodeurs comme ça vont devenir inutiles. Parce que déjà que la plupart des situations où on écoute de la musique, on n'a pas nécessairement l'espace, le silence autour, la quiétude pour définir, vraiment entendre la différence entre un fichier à, je vais pas dire MP3 parce qu'il y en a qui sont très mauvais, là, mais tu sais, entre ce qu'on peut streamer normalement et du sans perte, là, on risque de perdre inutilement des bouts parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire, mais pour ceux qui veulent, qui ont l'environnement et le temps, je vais dire ceci. Et là, on ne rentrera pas dans le débat de la musique sans perte versus la musique MP3 de haute qualité, là. Mais avec un bon fichier haute résolution, au minimum, bien encodé, la spatialisation, la stéréophonie, la séparation stéréo des sons est meilleure, ce qui fait qu'on perçoit souvent certaines sonorités plus clairement. Je dis pas qu'on entend des affaires qu'on n'entendrait pas autrement, mais les cymbales, entre autres. Oui. La fin des cymbales, l'espèce d'absence de son autour de certains instruments, entre autres, on la perçoit mieux. Il y a vraiment comme une espèce de chaleur dans le son qui est un petit peu plus perceptible. C'est pas la fin du monde, mais il y a des situations très précises où on peut le sentir. Cela dit, il faut pas s'énerver parce que le sans perte, dans bien des cas, ça sert juste à... Après ça, si vous voulez faire du mastering ou du remastering avec des pistes originales, là, vous avez accès à toute l'information et vous pouvez jouer avec pour reproduire mais ça, personne n'a fait ça par les professionnels, donc c'est peut-être pas nécessaire d'aller trop loin, mais très pratique. Et, est-ce que tu as eu du plaisir en l'utilisant? Est-ce que j'ai été agréablement surpris. Ouais. Je le traînerais pas partout tout le temps, mais si, mettons, j'avais à faire 10 heures d'avion pour aller quelque part,
Je m'arrangerais pour l'avoir avec un bon casque d'écoute et m'installer dans mon siège puis dormir ou d'avoir les yeux fermés puis d'écouter de la musique parce que c'est souvent des situations comme ça qu'on a un peu de temps, rien à faire et ça vaut la peine. Évidemment, ça nécessite d'avoir les bons fichiers et là, ça, c'est une autre paire de manches parce qu'il faut les trouver, ces fichiers-là. Faut aussi, on peut downloader de Cobuzz en hors ligne si on est abonné, des choses comme ça. Mais soit ça coûte des sous, soit ça prend du temps. Donc, ça demande de la préparation. C'est pas simple, mais définitivement, c'est un bon élément dans la chaîne. Et la marque Hi-Fi est une marque qui, si vous voulez un décodeur analogique numérique, a des bons produits. Pas besoin de payer nécessairement $500. Non, mais si vous voulez payer $500, celui-là va vous donner quand même pas mal de matériel pour votre argent. Moi, j'avais parlé du Colibri il y a quelques semaines. Puis combien il était le Colibri? C'est un peu un appareil assez similaire, un peu moins d'options que ton modèle IFI. Si jamais vous voulez voir sur mon site, là, j'ai Colibri ici. Combien coûtait le Colibri? Je suis toujours surpris. Je teste les produits. Tu vois, le Colibri était environ 350 Canadiens. On est dans les mêmes eaux. C'est, disons qu'entre 0 et 500, il y a beaucoup d'options. Exactement. Mais assurez-vous que le bidet que vous achetez supporte bien le format sonore du service ou du fichier que vous utilisez. Moi, si vous avez pas, il y en a qui existent un peu plus chers pour ceux qui veulent pas se casser la tête, qui les prennent tous, qui les supportent tous. Donc ça, c'est moins compliqué, effectivement, mais c'est cher aussi. À quand Spotify haute définition? Grande question. J'ai bien hâte. Ça fait un an qu'on dit que ça s'en vient. Fait que, Merci Alain. Merci Pascal. Un super bel épisode. On remercie nos partenaires Plan Hub, TELUS, Planet Toaster, Hello Darwin. Merci à Jovaco Solutions. N'hésitez pas à écouter l'entrevue avec la patronne de Jovaco qu'on a fait pour la Journée de la femme le 8 mars. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast partout dans la province. Claude Hébert, la mise en onde. Jean-Christophe Ouellette aussi. PascalForgette.com. N'hésitez pas à me suivre. J'ai publié mon billet sur ProtonVPN et ProtonMail en quelques secondes. Tu dois avoir plus de détails. Alain Mécana, on peut te lire partout, y compris dans Le Devoir. Oh oui. Entre autres. Entre autres et surtout. J'ai un bon papier cette semaine sur la voiture électrique. Et comment c'est la Chine qui est en train de s'imposer par la force des choses. Beaucoup, hein. J'ai lu ça attentivement. Vous allez lire ça à tête reposée, vous abonner, comme toujours, à notre balado, je vous le rappelle, c'est important. Ou abonner un ami, c'est encore mieux. Pourquoi pas? Parce qu'il y a nos archives qui sont pas mal le fun, puis évidemment, il y a la suite des choses. Par exemple, le balado de la semaine prochaine, qu'on vous présente la semaine prochaine, parce qu'entre-temps, on prend une pause. On vous souhaite la même chose. Et on vous souhaite aussi une bonne fin de journée. Salut tout le monde! C'est 23.